Je me suis dit qu'on pouvait commencer ce petit moment de la même manière que je démarre tous les épisodes de podcast, si tu es d'accord, Fanny, c'est avec la Avec plaisir. question comment vas-tu aujourd'hui, en cet instant? Ben écoute, j'ai un peu fait faux. J'ai faké, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que déjà, moi, j'ai des douleurs, j'ai la maladie, j'ai plusieurs maladies chroniques, mais en plus je suis malade parce que mes enfants ils me ramènent les microbes de l'école. Donc merci le maquillage, mais normalement j'aurais les cernes jusque-là. En plus ça s'entend à ma voix que je suis un peu enrouée. Mais voilà, je suis malade, j'ai un peu de fièvre et tout, mais sinon, voilà, on fait aller quoi. Voilà, j'ai fait le taxi, j'ai fait à manger, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc voilà, et puis, et toi, comment tu vas? Moi, c'est une dure journée. On est sur une soirée maintenant, mais ça a été une dure journée. Hier, j'ai participé, tu dois connaître ça aussi, tu sais, à une sorte de vente de seconde main où en gros j'ai vendu plein d'affaires de Billy sur toute la journée. C'était du 10h, 17h. Et Une grosse journée, oui. grosse journée. Et j'ai été, tu sais, très portée par un peu ces hormones du stress comme ça, genre en plein cortisol, à fond, à parler aux gens, tu sais, à me croire sur un marché dans le sud en Provence comme ça. Et c'était un moment super parce que j'aime beaucoup ces moments de sociabilité, mais j'ai vraiment sous-estimé l'impact que ça aurait en termes d'énergie sur moi. Sur le moment, tu sais, des fois, t'es dans le flow, t'es pris dans une Oui, activité comme ça. Et puis en fait, je me suis complètement crashée le soir. Ça a été la catastrophe et aujourd'hui a été très très compliqué. Voilà, aussi dans la parentalité et on en parlera parce que voilà, il y a des moments où on n'arrive juste quasi pas à fonctionner et c'est comment on essaye d'être un bon parent quand même dans ces moments-là. c'est ça. Donc entre toi et moi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vient les deux avec un bagage qui est C'est un très dans peu le ça, thème oui. de ce Mais soir. méconnu par l'une et l'autre, en fait, hein. C'est un peu, c'est un peu C'est ça, ça. exactement. Oui, Ouais. oui, oui. Tu sais, quand j'ai voulu présenter ce live, j'ai fait un réel où je disais, je te mentirais si je disais que faire un enfant quand on est malade, c'est facile. Ouais. Et j'avais envie de te Bah, poser la question, Fanny, est-ce que c'est facile de faire un enfant quand on est une maman malade? en fait, on a le droit de se plaindre un peu, hein. On est d'accord. Ce Ah bah, on soir, a tous les droits, c'est notre moment. c'est notre moment, hein. On est d'accord. Ce soir, on dit la vérité, Ah bah hein. bien sûr. Et en fait, toutes les mamans ont le droit de se plaindre. Euh, les mamans malades, les mamans pas malades. Et puis, en fait, même quand on a une maladie et qu'on nous dit qu'on a eu la chance d'avoir des enfants, on a le droit aussi de se plaindre. Et c'est aussi un message qui est fort et que j'aimerais faire passer aussi ce soir, en fait. Hmm. C'est que oui, c'est une chance d'avoir des enfants. Voilà, moi j'ai de l'endométriose, donc il y a de l'infertilité. Et donc, doublement, voilà, c'est une chance d'avoir des enfants, mais ça fait pas qu'on n'a pas le droit d'avoir des moments où ça va pas, d'avoir des moments où, ouais, on a le droit de se plaindre aussi, quoi. Et donc voilà, c'était aussi un peu le message, effectivement, cette phrase que tu as d'introduction, voilà, ça me faisait penser à ça aussi, tu vois. Hmm. Et alors, est-ce que c'est facile Non, d'avoir un enfant? non, c'est facile pour personne en fait. C'est facile pour personne de base, mais quand on a une maladie chronique, on doit gérer différemment, on doit trouver nos astuces. C'est différent, voilà. Et il y a pas de manuel. Il y a Il n'y a pas de choupi, ma maman a une maladie chronique, voilà, tu vois. Et puis, il y a pas de manuel comment tu vas gérer ton enfant avec une maladie chronique. Donc, tu dois faire tes trucs et astuces toi-même avec Hmm. tes propres limites et tu dois apprendre, en fait, à être maman avec ton propre bagage. Donc, non, déjà, c'est facile pour personne d'être parent, mais il existe énormément de bouquins, de trucs et astuces et tout ça d'être parent.
Mais quand tu as une maladie chronique, ben voilà, effectivement, ça tu rajoutes quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, mais je suis entièrement en accord avec ce que tu dis. Ça demande de redoubler de créativité. Alors, créativité, c'est un mot qui fait très joli, hein, ça a l'air super fun, hein. C'est pas que des banderoles et des paillettes. Ça demande vraiment déjà pour tout parent et toute maman, il y a vraiment beaucoup d'anticipation dans le quotidien, de projection, de charge mentale. Et Mm, je trouve que la chronicité, elle apporte ça en plus parce qu'elle est déjà présente avant la parentalité. exactement. Tu vois, donc il y a vraiment ce truc où moi personnellement, avant d'être maman, j'avais pas forcément de charge mentale autre qui était liée à la maladie, mais j'avais déjà la charge mentale de la maladie. Alors qu'avant d'être malade, je n'avais pas de charge mentale en réalité. Et du coup, je me suis retrouvée avec une charge mentale qui était plutôt rodée hein, depuis 3 4 ans, celle de la maladie, mais qu'il fallait faire concorder avec la parentalité. Sauf que les enfants, c'est pas qu'ils te disent ok, pas de souci, maman, va te reposer. Moi, je suis en autonomie pendant 3 heures. Et Non. donc, c'est cette question, et c'est là aussi où on va détricoter ce soir et aller répondre. C'est comment on fait quand, en fait, tout d'un coup, toutes nos batteries nous lâchent, parce que c'est des réalités aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de manière hyper concrète, parce qu'on veut du concret, hein. Euh, la philosophie, la poésie, c'est super à un Oui, moment donné, mais en vraiment, fait, vraiment. quand tu es en crash, comment tu fais pour t'occuper de ton enfant? Ah, Donc, non, je ne pense pas que ce soit facile. Par contre, là où pour moi j'ai un message que je pense assez porteur d'espoir et qui est vraiment très authentique, c'est que moi, au travers de la maladie, qui est quand même quelque chose qui a un poids, qui a une lourdeur, qui peut être sombre, eh ben, d'être devenue maman, ça a amené des espaces de légèreté. Alors, c'est un peu en contradiction avec ce que je te disais d'avant, de charge mentale en plus, mais quand même, il y a des espaces de légèreté, de jeu. Tout d'un coup, je me découvre une enfance et toutes ces choses-là sont absolument magiques et j'ai quand même aussi envie de pouvoir les partager parce que c'est aussi cette réalité-là, c'est des petites bulles qu'on a à certains moments de la journée ou de la semaine avec nos enfants qui apportent aussi quelque chose de très joli. Et moi, avant d'être maman, j'avais pas autant de joie dans ma vie. Et donc, et ça, j'avais aussi envie de le dire. je te rejoins complètement. On a des petits moments en fait de simplicité. En fait, on accorde de la joie dans des moments de très très simples avec nos enfants que peut-être que s'il n'y avait pas la maladie, en fait, on ne le verrait pas de cette manière. Euh, je vais partager un exemple peut-être tout bête. En fait, j'ai amené mes enfants à la fête des vendanges l'autre fois, qui est énorme pour moi en termes d'énergie. Et j'ai vu ma fille sur le manège, juste elle était tellement pleine de joie et j'ai pleuré de joie. Mm, Et là où les parents sont contents de faire plaisir à leurs enfants, moi, je pleure de joie. Et c'est un moment, en fait, qui se mémorise vraiment dans mon esprit. Et que quand j'ai des douleurs très intenses, quand j'ai des moments très difficiles, c'est ces moments-là, en fait, qui reviennent. Et c'est des moments très, très simples, en fait, de la vie qu'on ne porterait pas forcément à notre attention, en fait. Euh, ou ton enfant qui rit, tu vois, tu partageais le rire de ton enfant, mm, ben ça, c'est des choses que tu graves en fait en toi, qui sont très simples et en fait qui sont vraiment moteurs dans ton quotidien. mm. Que c'est vrai que c'est pas facile, mais des choses très simples en fait en font une force extraordinaire. Mm. Donc, Ça résonne beaucoup ce que tu dis quand tu parles de ce moment d'émotion où tu pleures de joie en voyant ta fille là se faire plaisir sur ce manège. Tu sais, ça me fait aussi penser à simplement l'entrée dans la maladie. Alors pas au départ, hein, je pense qu'on a beaucoup d'étapes à traverser quand on est malade. Mais il y a aussi cet aspect où même sans être parent, on finit par aussi pouvoir être sensible à des choses qui semblent justement très simples, comme tu disais. complètement. Mais, et tu disais vraiment qu'ils se portent à notre attention d'une autre manière. Et j'aime bien cette expression parce que, tu vois, moi, j'ai jamais été aussi sensible au coucher de soleil que depuis que je suis malade. Et je le dis comme ça parce que
Souvent, je suis à l'intérieur. Typiquement, j'en parlais dans un autre live, par exemple, les soirs d'été où tout le monde est dehors sur des terrasses en train de faire la fête ou refaire le monde. Moi, je suis très souvent à la maison, même déjà à 18, 19 heures. Ouais, Et en fait, bah, je regarde les couchers de soleil sur l'extérieur et je suis là, waouh, le ciel est chargé, il est beau, il est rosé ce soir et c'est magnifique. Et c'est comment pouvoir aussi trouver des espaces de connexion à la joie dans des moments qui semblent très simples. Et je te rejoins dans l'aspect de la parentalité. Quand ça touche nos enfants, c'est, je pense, chez tout le monde beaucoup plus fort. Mais alors, ouais, il y a vraiment tout d'un coup, on sait se contenter de l'instant qui est en train de se dérouler sous nos yeux. mm, Et c'est peut-être des fois là une chance de pouvoir connecter et être présent à ça plutôt que bah voilà, d'être dans une énergie immense, mais des fois d'être nulle part aussi. Donc, complètement. hmm, Être juste en, tu sais, en promenade en forêt, toute petite promenade, parce que moi je peux pas faire des énormes promenades, donc tout petit moment en forêt et de voir juste mes enfants jouer avec les feuilles, en fait, un truc très banal, mais tu les vois juste le sourire aux lèvres et en fait dans la nature, un truc qui paraît tout banal en fait, mais toi c'est quelque chose d'extraordinaire pour toi en fait. Et donc, voilà, on sait se contenter. C'est peut-être pas le bon mot, mais on sait se mhm, ouais. contenter d'une simplicité qui, pour nous, en fait, est extraordinaire, en fait. Hmm. Mais plus que se contenter, je crois qu'on sait le saisir. Oui, voilà, exactement. C'est le bon mot. C'est ça. C'est On vraiment sait le ça, hein. saisir cet instant. Exact. Et Oui. peut-être que Fanny, parce qu'on l'a pas dit en introduction, mais combien t'as d'enfants? Quel âge ont-ils? Comment s'appellent-ils? C'est Peut-être que vrai, pour les en personnes fait. qui On sont sait dans ce live, ça pas. peut être intéressant d'avoir notre C'est petit génogramme. c'est exactement ça. Oui, exactement. On a un petit peu coupé notre On s'est laissé introduction. porter. On s'est laissé porter par l'émotion et les mots, exactement. Hmm. Alors, en fait, bon, moi, j'ai 36 ans et puis j'ai deux enfants. Donc, j'ai un grand garçon qui a 10 ans et demi et j'ai une petite fille de 6 ans. Ok, super. Bah, c'est bon de le savoir. Ouais, donc voilà. Et puis, bah, pour aller un petit peu plus loin dans mon parcours, donc moi, je suis infirmière de formation. J'ai eu des difficultés à faire mon diplôme à cause de mes pathologies. Donc moi j'ai l'endométriose, j'ai la fibromyalgie et puis j'ai eu des lésions neurologiques suite à mes nombreuses chirurgies. Donc là j'attends la sixième chirurgie d'endométriose. Hmm. Et puis donc j'ai jamais pu vraiment beaucoup travailler avec mon métier d'infirmière. Euh, et puis on m'a dit à 20 ans que je serais jamais maman. Donc tu Hmm. vois, voilà. Et bah, j'ai eu mon fils, mes deux enfants, je les ai eus naturellement, en fait. Ok. Alors, je te Ouais. dis pas quelle chance. Si, c'est une chance, bien sûr, c'est une chance. Mais on en reparlera un petit peu après de mes grossesses, du coup, et de ce que ça a impliqué, en fait. Hmm. Ce qu'il y a des tabous, en fait, que ça implique l'infertilité autour de l'endométriose. Je remets pas ça en question, hein, pas du tout. Mais du coup, la pression sociale que ça peut mettre, en fait, sur les mères. Euh, mais ça, on pourra en reparler, bien sûr, il n'y a pas Hmm. de souci. Et puis, du coup, toi? Eh ben, moi, je suis la maman de Billy, une petite fille qui a 2 ans. Que puis-je dire d'autre? Je vis avec 4 pathologies diagnostiquées, probablement un peu plus, mais j'ai dit à un moment donné, mollo, j'en ai marre du diagnostic. Ça fait du bien un moment, à d'autres moments ça plombe. Donc il y a le syndrome du mal de débarquement, ça c'est une maladie neurologique qui donne vraiment une sensation de tangage permanent, comme si j'étais sur un Mhm. bateau, brouillard cérébral, troubles cognitifs, fatigue chronique. Ensuite, il y a une maladie osseuse qui est l'ostéoporose précoce. Oui. Le SIBO, maladie intestinale, qui n'est vraiment pas rare, mais que très peu de personnes sont diagnostiquées. Mais j'aime Oui. bien le replacer quand même. Si vous avez tout le temps des ballonnements, que vous passez de diarrhée à constipation, intolérance alimentaire, toutes ces choses-là, n'hésitez pas à vous faire diagnostiquer. Et puis, un PTSD complexe, donc syndrome de stress post-traumatique Oui. complexe, suite à une enfance remplie de maltraitance et de négligence. Donc voilà pour les 4 choses étiquetées.
on va dire. D'accord, ok. C'est vrai que moi, j'ai pas parlé de toutes les étiquettes, quoi. Je parlais des étiquettes physiques. Ah bah n'hésite pas, hein, on est là pour, hein. On a dit c'est notre moment. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu une enfance facile. J'ai aussi des syndromes post-traumatiques, un trouble anxieux. Euh, donc voilà, c'est ce qui a forgé aussi un petit peu, non, beaucoup, je pense, ma manière d'être maman. Et je pense que tu seras aussi d'accord. Hum, je suis d'accord et en même temps, si on peut faire une petite parenthèse pour parler de ça, justement, moi, je me rends compte aujourd'hui que j'arrive à être une maman fonctionnelle parce que j'ai travaillé sur ces traumas-là Ouais. qui m'ont complètement phagocyté jusque-là, avec de l'EMDR, de la thérapie par la parole, avec de la régulation du système nerveux, toutes ces choses-là. Et je disais ça à ma psy encore très dernièrement. Je lui disais, en fait, si je n'étais pas passée par tout ça, je ne pense pas que j'aurais pu être une maman fonctionnelle. Mhm. Clairement, je Voilà. suis d'accord Mm. avec toi. Ouais. Et je pense que peut-être que c'est quelque chose qui peut aussi s'étendre à la question des maladies chroniques, des pathologies invisibles, c'est-à-dire que même si on n'a pas forcément un terreau de trauma dans l'enfance, la maladie est traumatisante. Le parcours des Oui. malades est traumatisant. Quand on se retrouve avec des personnes qui remettent en question nos vécus, qu'on manque de diagnostic, qu'on n'a aucune prise en charge adaptée dans nos systèmes, parce que sincèrement, c'est ça la réalité, c'est du trauma en boîte. Donc aussi dire que voilà, si on a un désir de grossesse, un désir de parentalité, faut vraiment pas hésiter à travailler sur ces traumas, qu'ils soient passés Oui. ou présents, et puis tout ce qui est du trauma de la maladie. Parce que ça, c'est des choses finalement qui peuvent aussi beaucoup se transmettre. Alors, on fera pas des enfants parfaits, évidemment qu'on va transmettre des bouts de casserole, mais moins ils en ont, mieux ils se porteront. C'est clair. C'est clair. Oui, oui. Non, 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 ça c'est sûr. Et puis, bah, du coup, moi c'est parce que je peux pas travailler avec toutes, bah, voilà, les problèmes physiques que j'ai. En fait, je peux pas travailler. Et puis, du coup, ben, je me suis dit, mais qu'est-ce que, en fait, je vais faire de tout ce background que j'ai au niveau des connaissances que j'ai du fait d'être infirmière. Et puis, c'est là que j'ai créé, en fait, l'association S1Do. Hmm. Donc, c'était vraiment mon but, c'était bah, de faire quelque chose en Suisse pour les femmes atteintes d'endométriose. Et le déclencheur, ça a été justement ma grande solitude pendant ma première grossesse avec mon fils, où j'ai fait une grave dépression prénatale et donc postpartum, et où j'étais seule, vraiment seule. Il y avait rien en fait en Suisse. Et donc, j'ai décidé de créer une association justement pour venir en aide aux femmes atteintes d'endométriose. Et tu vois, je trouve ça complètement hallucinant, et je mets des guillemets en disant ça, mais l'endométriose, on dit que maintenant ça touche quand même 1 à 2 personnes qui ont un utérus sur 10. Il y a quand même ce sentiment de solitude, il y a quand même peu de propositions qui existent, et ça paraît aberrant, quoi. Enfin, moi, je trouve ça complètement fou. Et, euh, et là aussi, typiquement, bah, moi, la création de l'association Les Invisibles, c'est par exemple de parler, enfin, c'est pas par exemple, c'est en réalité de parler de toutes ces conséquences qui sont invisibles sur la vie des gens, dont la solitude dont tu parles, hein, Mm. l'isolement, la précarité, le manque de reconnaissance, tous ces aspects-là qui sont donc transversales à toute personne qui vit avec des maladies chroniques et qui ne se voit pas, mais qui sont en fait des symptômes, encore des symptômes rajoutés et cachés de par cette situation. Et Clairement, aujourd'hui, j'aimerais juste ouais, placer ça, Fanny. vas-y. Aujourd'hui, en Suisse, les statistiques montrent qu'il y a 1 personne sur 2 adultes qui vit avec une maladie chronique diagnostiquée par un médecin, minimum une, Oui, et on est encore complètement seul, on se croit complètement différent de la norme, alors que c'est 1 personne sur 2. Soit c'est soi-même qui est touché, soit c'est son mari, c'est sa femme, c'est sa voisine, c'est son collègue, c'est sa mère, c'est son père, quoi. Donc, ouais. Mm. non, non, tu as totalement raison. Après, dans la parentalité, justement, que ce soit avant, en fait, quand on se pose des questions, mais aussi pendant la grossesse, c'est tellement, en fait, les maladies invisibles sont tellement tabous.
C'est-à-dire qu'on n'a pas l'écoute, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti aussi, c'est que on n'a pas l'écoute en fait du monde médical en face. Et pourtant, tu vois, je suis infirmière, mais il y a vraiment, déjà ils sont pas formés. Ils sont pas formés et vraiment on se sent terriblement seul. Il n'y a pas l'écoute en fait en face. Moi par exemple pour mon histoire vis-à-vis de ma première grossesse, j'avais des douleurs terribles enceinte et j'avais le droit de prendre du Dafalgan. Alors que Mm. avant ma grossesse, hein, j'étais sous tramadol, j'avais des traitements très forts. Et donc du jour au lendemain, c'est Dafalgan. Donc c'est pas possible. En fait, on Mm. peut pas laisser des femmes, des personnes en fait dans une souffrance pareille. Et c'est pareil pour les maladies psychiatriques en fait, parce que il y a des antidépresseurs qui sont pas adéquats pour la grossesse. Donc on va changer les antidépresseurs. On va se retrouver avec des personnes qui sont en détresse psychologique en fait pendant une grossesse. Euh, Parce que en fait voilà j'ai l'impression les gynécologues en fait ils sont pas à l'écoute et ils veulent pas prendre de risques. Ça je le comprends. C'est voilà, moi-même je suis infirmière donc je le comprends. Mais donc j'ai décidé de changer de gynécologue en plein milieu de ma grossesse. Voilà, parce que c'était pas possible. Et je suis tombée sur un gynécologue qui a fait, je pense, toutes les études possibles et imaginables qu'on trouve et qui m'a dit, écoutez, le tramadol, vous le prenez. Parce que, en fait, c'était tellement horrible, je voulais qu'il m'arrête ma grossesse. C'était pas possible. Mm. Moi, mon bébé, il tapait dans mon ventre, ça me faisait souffrir. Et donc, j'étais dans une culpabilité terrible. Je me disais, mais je suis une mauvaise maman. T'imagines déjà, en fait, le sentiment de culpabilité, de se dire, mais en fait, déjà, t'as de la chance d'être mère, t'as de la chance d'être enceinte, et ton bébé, il te fait mal quand il te tape dans le ventre, donc t'es déjà une mauvaise mère. Et puis, t'es une mauvaise mère, pourquoi? Parce que t'as besoin de prendre des médicaments pour te soulager les douleurs. Donc, tu empoisonnes en plus ton bébé, et tu supportes plus cette grossesse qui te fait mal, et tu veux vraiment qu'on t'avance l'accouchement. Donc, je me sentais vraiment terriblement seule. Alors, heureusement, j'ai trouvé ce gynécologue qui faisait un travail pour moi, voilà, qui m'a envoyé chez une psychiatre pour essayer ben, voilà, que ça aille un petit peu mieux, quoi. Mais vraiment, j'étais seule. J'étais seule, je pouvais parler à personne de ça, parce que dès que j'essayais d'en parler, même dans mon entourage, on me disait, mais tu te rends compte le miracle que tu as dans le ventre? Mm. Mm. Tout se cache derrière finalement ce grand miracle. C'est ça. Et donc, déjà, je pense que dans la société, je pense que tu serais d'accord avec moi, c'est difficile pour une femme de se plaindre quand elle est enceinte. Mm. Déjà, en général, j'imagine. Quand elle est enceinte et même quand elle n'est pas enceinte. Oui, voilà, déjà. Je suis pas sûre qu'il y a beaucoup d'espace. Je suis même certaine qu'il n'y a quasi aucun espace où on peut déposer la réalité de ce qu'on vit. Et c'est par ailleurs pour ça que dans l'association, j'ai créé des cercles de parole et on s'en rend compte chaque mois à chaque cercle que les choses qui sont déposées, c'est des choses qu'on n'a jamais l'espace de déposer ailleurs. Et même moi qui sais parler de manière authentique, sans fioriture, je n'ai pas d'autre espace que mes espaces de groupe de parole pour Oui, vraiment être dans cette parole de l'émotionnel, de je peux tout dire et tout sera accueilli sans c'est ça. jugement, sans minimiser, sans banaliser le vécu. Et alors là, quand on est dans une maladie chronique, on sait ce que c'est aussi d'être toujours banalisé dans notre vécu. Donc d'autant plus si tu mets ça en parallèle avec le fait que tu vis le grand miracle de la vie, c'est en gros, t'avais déjà pas beaucoup d'espace pour parler, mais alors là, tu te la fermes sévère. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, Hmm. et c'est là que, ben voilà, après, j'ai créé l'association pour créer un espace, une communauté et un espace, comme tu dis, aussi de parole sans jugement où chaque femme qui a son parcours a le droit finalement de dire quand ça va pas, qu'elle soit enceinte, pas enceinte, en parcours d'infertilité. Donc on a tout un parcours et on a tout le droit à un espace de parole, à une communauté.
Euh, donc voilà, quelle que soit notre histoire finalement. Ouais. Et donc, cette première grossesse de ton fils, il y a 10 ans et demi, elle a été vécue comment pour toi? Tu disais vraiment dans la douleur. C'est quoi l'image que tu en as aujourd'hui avec le recul? Qu'est-ce qui te reste de cette grossesse? Ben, pour moi, c'est vraiment un apprentissage. Pour moi, c'était un apprentissage parce que, en fait, alors au-delà de la dépression postpartum que j'ai fait, parce que, en fait, une fois qu'il est né, pour moi, et c'est là qu'on se rend compte, en fait, la pression, il y a une pression qu'on se met nous-mêmes, mais il y a aussi une pression de la société. Pour moi, la maladie, c'était l'imperfection. Et donc le reste, j'avais pas le droit à l'erreur. Hmm. Et donc je me mettais une pression extrême dans mon rôle de mère euh, pour mon fils. Donc je faisais tout moi-même à manger à la maison, enfin rien d'industriel, et c'est sûr, enfin voilà, j'ai ma de dépression postpartum, c'est parti en dépression. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de peine. Jusqu'à ce que en fait je tombe vraiment sur une psychiatre avec qui j'ai fait un long travail où finalement elle m'a expliqué, elle m'a dit mais vous savez, un enfant finalement, ce qu'il a vraiment besoin, c'est pas d'une mère parfaite en fait. Qu'elle soit malade ou pas, elle m'a expliqué, un enfant pour grandir et être épanoui, il a besoin juste d'amour. Elle m'a dit, c'est tout. Et Et de ça a été... présence, Ouais, mais de enfin, soutien. Enfin, moi, je rajouterais des choses, mais oui, mais enfin, oui, c'est c'était juste, ça en qui fait, était juste, ouais. ça, ça a fait sens pour moi, en fait. Hmm. Enfin, De déconstruire, en fait, de se dire, mais ton enfant dira jamais, ah, moi, jamais, j'avais une maman parfaite. Par contre, il dira, mais moi, j'ai été tellement aimée par ma mère. c'est Et ça, c'est vrai. Hmm. c'est ça. Et là, Tellement j'ai juste. commencé à arrêter enfin, voilà, de perdre de l'énergie pour des futilités, tu vois? Je pense que c'est vraiment très intéressant ce que tu dis aussi pour toutes les mères qui pourraient être dans le contrôle. Quand Mhm. on devient maman, on met du contrôle à plein d'endroits, surtout quand il y a des choses qui nous échappent. Et dans la parentalité, il y a forcément des choses qui nous échappent. Et dans la maladie, il y a forcément des choses qui nous échappent. Donc on essaye, allez, là où je peux mettre du contrôle, c'est tac, tac, c'est carré. Les repas, c'est ça, c'est du C'est ça. bio, c'est du fait maison, c'est tous les jours, tac, tac, tac. Enfin voilà, on s'en rend bien compte, hein, moi aussi, hein, sur bien des aspects. Et en effet, c'est de se dire, mais qu'est-ce que l'enfant sent, qu'est-ce qu'il va retenir de tout ça, de son enfance. Et en effet, c'est pas que tous ces repas étaient forcément bien prêts dans des Tupperware magnifiques, mais c'est vraiment toute la présence, l'échange, l'amour, le C'est soutien, ça. ces aspects-là. Et c'est important de pouvoir se le rappeler parce que là aussi, des fois, ça peut permettre à des moments qui semblent, je sais pas, hyper simples ou même un peu risibles de l'extérieur. L'autre jour, j'étais avec ma fille et je mangeais sur le sol. Quelqu'un de l'extérieur se dirait, mais ils sont complètement fous ces gens. Enfin, je veux dire, ils ont une table chez eux, ils ont un toit sur la tête, pourquoi ils bouffent sur le sol? Et moi, j'arrivais juste plus à être assise ailleurs que sur le sol. Et on était là comme ça, et on se marrait, on était bien, on mangeait ensemble, on était juste dans une osmose. Puis en fait, ma fille, elle en a rien à fiche de manger sur une table. À 2 ans, là, elle se dit pas genre, mais quelle est cette histoire? Elle est juste en train de partager un repas qu'elle apprécie avec sa mère. Et c'est qu'est-ce qu'on met dans les instants. C'est vrai que des fois, si on regarde les choses de l'extérieur, on peut être extrêmement jugeant. Mais si on regarde les choses du regard de notre enfant, on se C'est dit, mais ça. en fait, c'est juste trop beau ce qui se passe. Là, il est juste C'est trop ça. content d'être là. En plus, c'est quelque chose de nouveau. Elle n'a pas l'habitude de manger par terre, donc cool. Elle avait quand même une assiette, hein. C'est pas que les pâtes étaient sur le sol. Mais Nous voilà, c'est des aussi, hein. fois, on pourrait, quoi qu'il en soit. Mais c'est aussi des fois, on a des normes qui sont si grandes. Et on se rend même pas compte à quel point ces normes, elles phagocytent tous les espaces de notre quotidien. Ouais. Et en fait, des fois, c'est se dire juste, je retourne une norme, je fais différemment. Et je pense que c'est important, ça, cette créativité-là. Oui, et puis elle nous coûte. Elle nous coûte en énergie dans notre quotidien de, ben voilà, de malade chronique, en fait. Mm.
Et alors que nos enfants, en fait, ils vont retenir le fun là-dedans. Et moi, je te rejoins, hein. Des fois, hein, on se dit, ok, c'est cool, on fait un pique-nique dans le jardin, quoi. Enfin, ou alors, viens, on fait un pique-nique par terre. C'est pareil, en Mm. fait. Ou, Mm. ah tiens, en fait, ce soir, on fait juste un apéro, en fait. On mange chips et concombre, quoi. Tu vois? Mm. Et, et ça, j'ai lâché prise parce que je me suis rendu compte que, en fait, la maladie, c'était pas une imperfection, en fait. La maladie pouvait apporter des choses, en fait. Elle pouvait apporter du positif aussi à mes enfants et dans le quotidien. Alors, ça peut être dur à entendre, en fait, parce que on se dit, mais attends, elle est folle, la maladie, c'est horrible à vivre au quotidien, elle me fait chier, enfin voilà. Mais non, en fait, ça peut, et parce que j'ai des enfants grands, je le vois maintenant, en fait. Je vois qu'est-ce qu'ils ont appris de la maladie, qu'est-ce que ça leur a apporté et qui ils sont devenus grâce à la maladie, en fait. Ils ont Mm. grandi avec et ils n'ont pas eu le choix. Et donc, c'est des enfants qui sont empathiques, d'une part, parce que, tu vois, on voulait parler de la peur, en fait, de ce que la maladie pouvait engendrer voilà, chez les enfants. Mais c'est les enfants qui grandissent avec des parents qui sont malades, ils deviennent empathiques, en fait. Et c'est un sentiment qui n'est pas inné, en fait, chez un enfant. Et mon fils de 10 ans et demi, il sait s'occuper des autres, il est empathique vis-à-vis des autres. Ma fille de 6 ans, la maîtresse est très étonnée de ça. Quand quelqu'un pleure en classe ou se fait mal, c'est la première qui court pour prendre soin de la personne. Et Mm. donc, c'est des enfants qui apprennent à devenir empathiques parce qu'ils ont un parent malade. Mm. Et ça, je pense que c'est important de... Je me suis dit que c'était important ce soir de montrer en fait aux parents que qu'est-ce qui deviennent les enfants en grandissant, qu'est-ce que ça leur apporte. Et la deuxième chose que je remarque, mais ça c'est chez mon grand, il gagne en autonomie Mm. plus vite. Complètement. Mon Ça grand, il a résonne, ouais. 10 ans et demi. Alors il est dans une école spécialisée parce qu'il a au potentiel. Et il fait 40 minutes de train tout seul, tous les jours. Et à 9 ans et demi, il m'a dit, maman, je prends le train tout seul, il n'y a pas de problème. Mm. Et moi, j'étais là, non, non, c'est pas question. Enfin voilà, tu vois, moi, c'est montre GPS, tu peux m'appeler, tout ça. Mais en fait, une autonomie extraordinaire. En fait, la maladie, elle oblige à poser des limites. Il y a un moment donné où il n'y a pas le choix. En fait, la maladie peut être une limitation. C'est comme ça qu'on peut la voir Oui, par ailleurs. Ça peut, c'est des limitations. Et en fait, elle t'oblige à poser des limites euh, face à ton enfant de dire en fait, la maman, elle peut juste plus faire ça. Elle peut juste plus. Donc, soit tu l'entends et on fait différemment, soit quelqu'un d'autre prend la relève, mais ça oblige à poser des limites. Et donc ça permet une autonomie plus grande déjà des enfants. exactement. Et ce que je trouve aussi bien, et c'est génial que tu donnes des exemples très concrets, ça me parle beaucoup. Tu sais, tout dernièrement, on a eu le bilan de la crèche de Billy. Et l'équipe éducative disait, on a rarement vu une enfant aussi bien poser ses limites à l'âge de 2 ans. Ils disaient, mais c'est incroyable, Billy, elle nous dit tout de suite si elle veut ou elle veut pas faire les choses, quel est son besoin, où elle veut aller ou pas aller. Et puis en fait, si elle n'est pas preneuse, par exemple, pour faire une activité de groupe, elle va dire non, puis elle va jouer de son côté. Des choses comme ça où elle va pas se suradapter forcément. Et en fait, alors, interprétation totale, hein, de toute façon, mais je me suis dit, mais est-ce que le fait que moi, j'ai posé aussi mes limites face à elle, de dire là, maman, elle a besoin de se reposer, oh, tu peux jouer avec maman dans le lit, maman, elle est allongée, mais ça, c'est ma limite, là, ça peut pas être debout, des choses comme ça. Qu'est-ce que elle comprend du fait qu'elle peut aussi poser des limites sans que ça ait des conséquences importantes? Parce qu'aujourd'hui, plein d'adultes n'osent pas poser leurs limites Ouais. parce qu'ils ont peur des conséquences. Ils ont peur d'être rejetés, de ne pas être aimés, d'être oubliés, d'être abandonnés ou je ne sais. C'est des peurs qui partent de l'enfance mais qui se gardent à l'âge adulte. Mhm. Et en fait, elle sait qu'est-ce qu'elle peut faire ou pas. Et elle a eu aussi des limites posées par
son père très jeune parce que son père a fait une dépression postpartum. Et donc lui aussi a été très rapidement limité dans la parentalité. Et donc, de pouvoir aussi nommer les choses, ça lui permet d'avoir cet espace pour elle aussi de pouvoir le dire. Donc, en effet, il y a ces forces-là et je trouve important de pouvoir le dire. Et tu vois, un autre exemple que j'ai aussi, par exemple, moi j'ai des compléments alimentaires peut-être 3, 4 fois par jour. Et donc Billy a toujours vu mes piluliers sur la table. Et donc elle va prendre le pilulier, elle l'ouvre, elle dit médicament maman, elle me le donne. Elle a jamais de problème à ce que nous on lui donne des médicaments pour elle, parce que c'est tellement banal de voir des médicaments que juste quand on lui dit bon bah là c'est médicament ce soir parce que t'as de la fièvre, d'afalgan ou complément ou je ne sais, eh ben elle est trop contente parce qu'en fait c'est ce qu'elle nous voit prendre aussi dans le quotidien. Donc elle fait partie un peu de cette team qui prend les médicaments à ce moment-là. Et je me dis ouais c'est créer une normalité là autour aussi. Oui, par rapport aux médicaments, justement, bah voilà, c'est quelque chose auquel on peut discuter parce que moi, j'ai des médicaments qui sont vraiment dangereux pour les enfants. Hmm, Et donc, c'est vrai que depuis tout petit, ils ont été habitués et je leur ai toujours dit, ça, c'est pour soulager maman, mais pour toi, c'est du poison. hmm. Et ça, c'est quelque chose que, alors, c'est toujours très sécurisé. Enfin voilà, moi je fais très attention. C'est peut-être, enfin voilà, mon côté infirmière, mais de toute façon, il faut faire très très attention. Euh, Mon fils, il sait que je prends du cannabis, donc souvent ça le fait sourire parce qu'il se dit maman elle se drogue, mais c'est l'âge. C'est clair. Mais c'est vrai que ça, ils ont vite compris et ils ont jamais touché en fait. C'est vrai que ça, c'est quelque chose. Ils ont jamais touché à mes médicaments. Pourtant, il y a plein de couleurs, c'est hyper attractif. Mais mon semainier, ils ont jamais touché. Et quand ils ont des copains qui viennent à la maison, c'est le truc qu'ils leur disent. Voilà, ma Hmm, maman, elle a une maladie, ça, tu touches pas. Voilà, hmm. c'est poison. Et donc, du coup, tu vois qu'ils ont vraiment intégré, mais depuis tout petit. C'est assez Ouais. impressionnant quand même. Mais ça, c'est voilà, c'est des choses d'ordre de sécurité qu'il faut aussi. Carrément. Ce qui n'est pas le cas chez nous. On n'a pas des médicaments, voilà, c'est vraiment, on est sur des compléments. Et en fait, jamais Billy ne les ouvre, ces piluliers. C'est vraiment, elle l'amène et elle sait que c'est Oui. moi qui vais le prendre. Et c'est incroyable, quoi. Chaque fois, je suis là, mais waouh, quoi. Alors, une fois, j'étais en grosse crise et j'étais couchée sur le canapé et vraiment, j'avais des douleurs extrêmes. Et là, mon fils, il avait 4 ans, je crois. Et du coup, là, je lui ai demandé de prendre le tabouret, de monter et de m'amener. Du coup, c'était de l'Oxynarme en gouttes. Et là, oui, là, je lui ai demandé de m'amener le médicament. Mais voilà, je lui ai bien expliqué, c'est du poison, c'est pour maman, tu refais jamais ça, sauf quand maman demande. Donc c'est de l'ordre de la sécurité, il faut faire très attention. Et du coup, j'en profite juste pour donner un outil que moi, ben, voilà, en tant qu'infirmière, j'ai donné à mes enfants parce que voilà, ça dépend le degré de sévérité aussi, mais on ne sait jamais, tu vois, en tant que malade chronique, moi, je ne sais pas quel symptôme est le plus difficile à gérer pour toi. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce Moi, c'est que... vraiment l'épuisement, le Ouais, tangage et le brouillard cérébral. ouais, d'accord. Parce que Mm, moi, c'est la douleur, par mhm, exemple. mhm. Est-ce que ça t'arrive de faire des malaises, par exemple, ou Très peu, très rarement. Ok. Parce que moi, par exemple, ça peut m'arriver de faire un malaise. Et Ouais. c'est vrai que moi, ma peur, hein, c'était vraiment que mes enfants sachent pas comment réagir, sachent pas quoi faire. Et donc, j'ai créé en fait cette petite fiche. Je vous la montre en direct parce que, en fait, et du coup, ben voilà. Donc, ben, en Suisse, c'est le 144, hein, donc pour l'ambulance. Donc, cette petite fiche, elle est à côté du téléphone chez nous. Et donc, les enfants, en fait, savent qui appeler en fonction. Bon, le 118, c'est pas forcément nécessaire, la police non plus, mais le plus important, c'est celui-là. Voilà. Et je leur ai toujours dit, s'il arrive quoi que ce soit à maman, vous faites un des numéros qui est là et vous appuyez sur le bouton vert. Et ça, je trouve que c'est hyper important quand on a un parent qui est malade, qui potentiellement, à qui peut arriver quelque chose d'avoir ce genre de fiche en fait, d'informations à côté du téléphone. Nous, on a un téléphone fixe à la maison, exprès pour ça.
Parce que Mm. moi, il m'arrive de faire des malaises. Donc, ils n'ont jamais dû appeler, c'est jamais arrivé. Mais voilà, on ne sait jamais. Et du coup, c'est le genre d'outil que moi j'ai utilisé pour... bah voilà, ça rassure mon mari, ça rassure mes proches. Et puis bah, moi, ça me rassure aussi que mes enfants ne se retrouvent pas tout seuls, en fait, si jamais il m'arrive quelque chose. Voilà. Mm. Et du coup, si tu as cet outil, c'est que tu leur as vraiment parlé de ce avec quoi tu vis. Comment tu l'as fait? Alors, pour mon fils, j'avais rien. J'avais pas d'outils. Donc, je lui ai dit, voilà, maman. Alors, je voulais pas parler de maladie. C'est pour ça que je t'ai expliqué avant, il n'y avait pas de choupi à une maman malade. Enfin, et je voulais pas parler de maladie avec mon fils parce qu'en fait, je voulais pas qu'il croie que lui aussi, il peut avoir la même chose que maman. Tu vois, quand lui, Mm. il est malade. Donc c'était un petit peu compliqué, j'avais pas d'outils vraiment. Je lui disais, bah tu vois, maman elle a mal. Voilà, je lui disais, elle a des douleurs. Elle a mal quand elle a le ventre gonflé, tu vois, elle a quelque chose dans le ventre qui fait mal et de temps en temps les docteurs ils doivent aller pour enlever. Voilà, c'est un petit peu ça. Et en fait, bah, c'est comme ça que je t'ai connue en fait. C'est quand tu as décidé de lancer ton livre sur la plateforme Ulule. Bah, moi j'ai Mm. participé parce que justement je trouvais ça génial comme outil. Et donc du coup, moi j'utilise vraiment, c'est pour ma fille, j'ai utilisé bah, voilà, ton livre. Ma maman vit avec une maladie invisible, mais moi je la vois. Donc Mm. ça c'est vraiment un livre que je vous conseille. Voilà, si vous avez des enfants. Donc je l'ai beaucoup utilisé pour ma fille. D'ailleurs ma fille adore le lire, elle le connaît par cœur. Mm. Donc le personnage, en fait, si j'ose raconter ou tu veux raconter toi? Bien sûr, bien sûr. Vas-y, ah, c'est tellement génial quand c'est sous le regard d'une autre personne. J'adore. Je fais un résumé parce que donc en fait, bah voilà, vous voyez la couverture, donc il y a la maman, la petite fille, et puis la maladie, en fait, cette espèce de petite pieuvre, comme on appelle avec ma fille, voilà, c'est une sorte de petite pieuvre, et elle s'appelle Chromie. Et puis donc la petite fille en fait elle voit cette petite pieuvre et puis donc c'est un gros résumé hein. Donc de temps en temps en fait bah voilà la maman la pieuvre elle est très grosse et elle enveloppe toute la maman et donc maman elle pleure et c'est assez compliqué. Elle peut pas faire grand-chose avec sa petite fille, elle peut rater les spectacles d'école. Mais de temps en temps, Chromie, en fait, elle est toute petite, comme là, en fait. Et à ce moment-là, bah, la petite fille et sa maman, elles peuvent faire plein d'activités, comme faire des gâteaux ensemble, faire des promenades ensemble. Voilà. Et ce qui est très important, en fait, dans ce livre, et que ma fille a super bien intégré quand même, c'est que, en fait, la petite fille, elle peut rien faire contre Chromie. Donc, elle essaye de l'attraper avec sa petite épuisette à papillon. Elle essaye de la pchiter. C'est un pchit anti-monstre, je crois, ou anti-cauchemar. Mais elle peut rien faire contre elle. Et ça, ma fille, elle a super bien intégré. Hein. Mm. Elle peut rien faire. Chromie, elle est là. C'est comme ça. Et qu'en plus, c'est pas de sa faute à Chromie d'être là non plus. Ouais. Et ça c'est hyper important, je trouve, parce que un temps, ma fille, elle vivait avec une grosse colère contre la maladie. Et elle me disait tout le temps, maman, si je tape dans ton ventre, est-ce que ça fait mal à Chromie? Et je lui disais, bah non, si tu tapes dans mon ventre, tu me fais mal à moi. Et on relisait le livre. Je disais, mais tu vois, c'est pas de la faute à Chromie en fait. Elle est là et on n'y peut rien. Et du coup, elle a intégré ça maintenant, aujourd'hui, que elle y peut rien. Et ça, c'est hyper important parce qu'en psychologie, c'est bien connu que quand les enfants ne maîtrisent pas quelque chose qui appartient aux adultes, la première chose qu'ils font, c'est se culpabiliser eux-mêmes Mm. et c'est croire que c'est de leur faute. Mm. Se Et rendre ça, responsable. Mm. voilà, ils pensent que c'est eux les responsables. Et ça, c'est Mm. hyper important de les déresponsabiliser de cette maladie, en fait. Et ça, je trouve que dans ton livre, c'est hyper important d'avoir mis ça. Vraiment. Mm. Et puis, le fait qu'on n'y peut rien. Voilà. Mm.
Et bah, tu vois, ouais, je vais te montrer parce que, en fait, c'est tellement. Ma fille, elle fait souvent des dessins de chromie, en fait. Ah, super. Je vais te montrer, voilà, son dessin, tu vois. Donc, c'est maman Oh, avec wow. chromie. Ah ouais, il y a la pieuvre dans le ventre, magnifique. Mais il y a l'amour qui reste avec les cœurs en haut de partout. Exactement. C'est qu'en fait, quoi Ouais. qu'il arrive, même s'il y a Mhm. chromie, quoi qu'il arrive, en fait, enfin, l'amour sera toujours là. Voilà. Ouais, Et magnifique. ça, c'est magique. Et tu vois, en fait, que ce livre, il est fort de sens et qu'il parle vraiment aux enfants. Ça fait depuis qu'elle a 3 ans, en fait, que je lui lis ce livre. Et Ouais. donc, elle a vraiment intégré, bah, tu vois le dessin, hein. Elle a vraiment tout intégré, elle a vraiment tout compris. Et parfois à l'école, elle parle à ses copines que maman elle a chromie et tout ça, donc les copines elles comprennent rien, hein, ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que du coup, pour elle, c'est assez fort. Et puis là, tu vois, je vais me faire opérer. Et du coup, elle me dit, bah, pour te montrer à quel point elle a compris le principe, elle me dit, ok, mais alors le docteur, il va ouvrir le ventre, il va t'ouvrir le ventre, maman, et il va juste couper les tentacules de chromie. Donc, tu vas voir, il va enlever les lésions d'endométriose. Mais en fait, il peut pas trouver la tête de Chromie. Donc Chromie, elle va repousser en fait. Donc tu vois à quel point elle a vraiment intégré la chose par rapport à l'endométriose, hein, je dis. Donc c'est là que tu vois à quel point ce livre m'a été utile en fait pour expliquer à ma fille l'endométriose. Voilà. Ouais, bah, c'est splendide parce que je trouve que quand on crée, on plante une graine, mais on sait vraiment pas comment elle va pousser, comment elle va pousser dans les foyers, comment ça va prendre. Et là, moi, ton témoignage, ça m'émeut au plus haut point parce qu'en fait, c'est exactement ces choses-là que j'avais envie d'aller toucher dans ce livre. Et de ce que tu me dis, c'est vraiment, enfin voilà, ça a été au bon endroit parce que pour moi, c'était essentiel de pouvoir déresponsabiliser l'enfant Oui, de ses pensées magiques, hein. Les enfants, ils ont des pensées magiques, on se souvient des nôtres aussi. Si je touche pas les lignes quand je marche, ma maman va rester vivante. Si je traverse au moment où le feu devient vert, en fait, ce garçon, il est amoureux de moi. La pensée magique fait partie de clairement. l'enfance. Mhm, Et donc, quand on voit son parent souffrir alors qu'on est enfant, on se croit responsable, en fait, de ça. clairement. On pense qu'on peut avoir un impact. Et par ailleurs, des fois, même les parents vont peut-être nous sous-entendre qu'on peut avoir un impact. Parce Mhm, que certains parents vont dire, si t'es sage, maman, elle aura moins mal, elle sera moins fatiguée. Donc, on rend l'enfant complètement responsable, oui, des ou fois, indirectement, tu sais, en ou disant, bah, indirectement. si tu me fais un câlin, je vais aller mieux, ou Tout enfin, à tu fait. vois, C'est ça. sans s'en rendre compte, en fait, Ouais, finalement. Ouais, ouais. même quand ça part d'une très jolie intention, Mhm. ça peut lui faire sous-entendre que tu as un impact et tu as une responsabilité. Et moi, je voulais vraiment pouvoir décorréler la maladie de l'enfant et dire, mais en fait, c'est entités, ou entité, la maladie n'est pas forcément une entité, mais c'est pour représenter ça, qui n'ont rien à voir, en fait. Rien à voir. Et donc, je trouve que c'est génial que tu puisses utiliser ce support pour, même dans les moments où elle pense, pouvoir faire quelque chose, lui rappeler. Non, en fait que tu aies ton Ouais, super pchit contre les insectes toxiques ou ton attrape-papillon, ce n'est pas de ta faute, en fait. Si c'est là, c'est juste une réalité que ça le soit. c'est C'est ça. vraiment ça. Et en fait, le fait de revoir les images de mon livre, même si je l'ai à la maison, hein, penses-tu, là, au travers de la vidéo avec toi, ça me fait vraiment penser à notre quotidien. Pourtant, à l'époque, j'étais pas encore maman, j'étais même pas enceinte quand je l'ai écrit. Vraiment, cet aspect de, il y a parfois la maladie qui prend tout l'espace, vraiment. Et parfois, elle C'est est ça. petite ou moyenne, mais ça change. Et en fait, nos possibilités avec les enfants sont aussi changeantes en fonction de la taille qu'elle prend et de comment elle pèse sur le moral. Parce que ça aussi, on sait des fois que Ouais, les symptômes peuvent être, par exemple, très forts, mais on peut aller très bien moralement, ou parfois ils sont plus légers, mais ça nous impacte quand même beaucoup moralement. Donc voilà, tout cet impact-là, ouais, il est plus ou moins fort dans un quotidien et même dans une même journée, hein. Ça aussi, hein, dans la mhm, chronicité, ça change tout au long de la journée. Et de pouvoir revoir ces images où des fois on voit qu'elle prend de la place, où elle est plus petite, et puis qu'on peut partager des choses qui sont différentes en fonction de son envergure à l'instant T de cette maladie. c'est ça.
Et ça, pour On moi, ça parlait de c'est... simplicité, mais c'est ça aussi, hein. Ça fait partie. Bah, c'est exactement, tu vois, l'image de la maman qui fait à manger avec un gâteau ou quelque chose. Voilà, quand Chromie est toute petite, mais elle est là quand même, en fait. Hmm. Et mais c'est exactement ça, c'est de la simplicité, un moment simple, de qualité, en fait, quand on peut, quand ça nous demande pas trop d'énergie, en fait. Mais Chromie, elle est quand même là, en fait. Voilà, c'est ça. Et chez ma fille, c'est intégré et c'est vraiment un outil qui m'a manqué avec mon fils. Et chez lui, en fait, il y a une espèce de culpabilité. Il s'en fait une mission d'essayer de guérir maman, Hmm. que j'essaye de déconstruire un petit peu. Pourtant, elle connaît le livre, hein, on l'a lu aussi, du coup, c'était plus tard pour lui. Mais il y a quand même des choses où tu vois dans son esprit, un soir, il m'a dit, maman, si je fais médecine, est-ce que tu crois que je serais capable de trouver un traitement pour te Ouais. soigner? Hmm. Donc tu vois qu'il y a quand même, et là je lui ai dit, mais c'est pas ton rôle sur cette terre. Hmm. Si- Enfin voilà, c'est pas ton rôle à toi. Et donc essayer de déconstruire un peu des choses, parce que c'était un autre moment aussi de ma vie et que c'est une autre histoire et que Ouais, j'avais pas aussi les mêmes outils, tu vois. complètement. Donc voilà. Et d'ailleurs, on peut même voir ça chez des personnes adultes hein, qui vont continuer à vouloir sauver leurs parents. On peut avoir 30, 40 ou 50 ans et continuer à emmener nos parents chez tous les médecins, chez tous les magnétiseurs, chez tout le monde, parce qu'on se sent porté de cette mission de sauver son parent. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui peut durer. Moi, je voulais te demander, Fanny, hyper concrètement, justement, vu qu'on parlait de cet aspect où les activités changent en fonction de la taille de chromie ou de la maladie, justement, dans la journée ou dans l'instant T, concrètement, quand tu es au plus mal, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants ou qu'est-ce que tu ne fais plus dans une journée banale du quotidien? Alors déjà, mes enfants, ils ont compris. Donc nous, on est une famille papa, maman. Et puis, mes enfants, ils ont compris et ils l'ont dit d'eux-mêmes, hein. Ils ont dit, alors avec papa, on fait les fous, on va dehors, on fait du sport, on fait des sorties, on joue au Lego par terre, on fait la bagarre. Voilà, donc ça, ils ont compris. Avec maman, on fait des jeux calmes, des jeux de société, des installations, des bricolages. Et en fait, ils ont intégré ça. Donc c'était, voilà. Même, ils le disent eux-mêmes sans parler de maman est malade, donc. Voilà, ils Ok. disent pas ça. Donc ils ont intégré ça d'eux-mêmes. Ensuite, parce que la maladie, elle est là. De toute façon, Chromie est là, tu vois. Donc, c'est sûr que moi, je vais pas aller faire un foot, hein. Même dans les meilleurs jours, c'est sûr que moi, le foot dehors, c'est mort, hein. Donc, voilà. Après, c'est vrai que nous, ils savent qu'avec maman, on peut passer beaucoup de temps à lire. Donc, on a une bibliothèque très chargée. On va à la bibliothèque emprunter des livres. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup. Après, les jours où je suis au plus mal, on fait le jeu de la pizza. Je sais pas si tu connais. Pas Donc, du tout. maman, elle est allongée sur le lit. C'est super pratique. Je suis allongée sur le ventre ou sur le côté. Et en fait, sur mon dos, en fait, ils garnissent une pizza. Donc, ils pétrissent la pâte. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Ils pétrissent la pâte. Et puis, donc, on en fait un jeu. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'ils mettent sur la pizza? Donc, des fois, ils mettent des trucs un peu dégoûtants. Donc, c'est super rigolo. Et puis, après, bah, faut chauffer la pizza. Donc, ils se mettent délicatement sur moi. Puis, ça réchauffe, tu vois. Puis après, hop, la pizza, elle est prête. Et puis, on mange, voilà. Et puis si j'ai l'énergie, bah, je fais chacun une pizza sur eux, tu vois. Donc ça, c'est le jeu de la pizza. C'est euh, c'est un exemple de choses qu'on fait. Et puis j'ai aussi, j'avais acheté un temps, c'était des cartes zen, où c'est le même genre, c'est une histoire. Et puis en fait, ça te guide pour faire un peu des massages. Donc par exemple, c'est un ours qui se balade dans la forêt et puis il cueille des champignons.
il cueille des fleurs. Et puis, bah ça, on fait des histoires aussi sur le dos. Donc ça, c'est Tout des sur choses, le dos. Hmm. c'est tout sur le dos. On peut le faire aussi sur le ventre. Mais c'est tout des choses sur les jambes. C'est tout des choses où on est allongé. Ça fait parler l'imaginaire. Et puis, c'est calme. Voilà. Hmm. Donc ouais, c'est vraiment ça, c'est d'être créatif dans des positions, même alitées ou ne plus, enfin même si on peut plus bouger. Ça me fait penser à Chloé, Chloé Invisible, qui fait des cabanes aussi avec son fils. Et donc voilà, en fait, on peut se créer vraiment un univers sans aller dans des endroits complètement foufous, sans être forcément dehors. C'est vraiment comment on peut se créer un univers avec cet espace. Moi, je pense aussi à ma fille qui a, tu sais, c'est des petites lampes de poche avec des petites histoires à l'intérieur. Je sais pas si tu vois, Oui, c'est des disques d'histoire que tu places dans la lampe de poche, puis tu tournes, puis ça se projette contre le mur. Et ben typiquement ça, on peut rester mais des heures à juste regarder des images et se raconter des trucs sur le Petit Prince et tous les pays qu'il visite. Et donc moi, je peux ne pas bouger à ce moment-là, mais être c'est ça. simplement dans le noir avec elle, en train de regarder ça, puis se faire un monde. Et les enfants, ils ont cette capacité de se faire un monde avec rien. Mais c'est à nous de pouvoir aussi être créatifs et de leur proposer des choses de C'est cet ça. ordre-là. Hmm. Après, j'aimerais ajouter que voilà, on a le droit aussi, moi j'appelle ça d'être des mauvaises mères Mhm. par rapport, alors moi ils sont plus grands, mais par rapport aux écrans. C'est-à-dire que tant que c'est contrôlé, tu vois, moi, comme j'ai été enceinte de ma fille, j'étais épuisée. Et puis, bah voilà, j'avais mon fils, il avait 5 ans, il fallait que je m'occupe de lui aussi. Ben, en fait, finalement, je faisais ma sieste et il regardait un film à côté de moi. Donc, finalement, il faut aussi. Nos principes de base, en fait, de parentalité, ils changent aussi, ils évoluent et il faut qu'on se laisse aller par rapport à ça. Parce que, je veux dire, quand on est malade, on ne peut pas tout contrôler et il faut que. Fallait que je sois capable de m'occuper de lui, en fait. Et si je faisais pas cette sieste, j'étais incapable, j'avais trop Hmm. mal. Et puis finalement, tu sais, c'est le principe, on en parle tout le temps, tu sais, de ce masque à oxygène dans l'avion, tu te le mets d'abord avant de le mettre à l'autre. Ben, en fait, c'est le même principe, en fait. Donc, Ouais. il faut désacraliser un petit peu cet écran, tant que tu contrôles ce que ton enfant y regarde, pour que tu puisses te reposer, même si c'est une demi-heure, si tu récupères de l'énergie pour pouvoir mieux t'en occuper après, ben voilà, autorise-toi à être une mauvaise mère. Moi, j'appelle ça comme ça. Et je te rejoins et en même temps, j'ai envie de dire, sauf si mettre ton enfant devant l'écran te génère plus de stress que de repos. Oui, alors, Tu oui, vois? oui. Et moi, aujourd'hui, par exemple, ce serait quelque chose qui me générerait tellement de stress de mettre ma fille devant devant un écran que finalement, je serais pas du tout dans le lâcher prise. Et je pense que c'est là aussi où c'est important. Euh, je pense de manière globale aussi dans la parentalité, c'est important de savoir euh, où est-ce qu'on est d'accord de lâcher Mhm, ou de lâcher très exceptionnellement ou de pas lâcher. Et en fait, peut-être de se dire un peu toutes ces choses-là, on peut se dire aussi finalement, il y a des choses où je suis pas d'accord de lâcher. Et c'est comme ça. Mais il y a des autres endroits où je le suis. Et par exemple, moi, les écrans, je ne suis pas d'accord de lâcher. Ma fille est aussi plus petite, hein, elle a 2 ans. mais Mais pour moi, c'est aujourd'hui, c'est indiscutable. Tu vois, c'est genre zéro non, écran. mais elle a 2 ans, hein, c'est... Oui. On est bien d'accord. Mais en fait, pour moi, c'est aussi rassurant et contenant de savoir les endroits où je ne suis pas d'accord de lâcher, parce que ça me permet de voir les endroits où je le suis. Tu Mhm, vois? Une fois tout que à tu fait. arrives, comme on parlait de nommer ses besoins, une fois que tu arrives à nommer tes besoins, tout est plus fluide aussi. Et donc de dire genre, ça, je suis pas d'accord, mais il y a d'autres trucs, je suis beaucoup plus chill, tu vois. Et c'est, ouais, en fait, d'identifier pour soi, ça permet aussi de lâcher un certain stress et d'être plus à la cool sur d'autres endroits. Donc je trouve ça super. Et c'est être un allié pour soi, de savoir où sont les endroits où Oui, c'est OK ou pas OK. Et, euh, et voilà, et comme tu dis, dans la parentalité, il y a des réajustements aussi en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de son propre état. Donc tout ça, c'est toujours en évolution. voilà. Et puis, ben, bon, ta fille, elle est aussi plus petite, mais tu vois, moi, la mienne, à partir de 4 ans, il y a la boîte à histoire. Ça, c'est assez... Mhm.
c'est super aussi Hmm. comme outil. Moi, bah tiens, je l'ai là, tu vois. Il y a les Tip-Toi, je sais pas si vous connaissez, c'est les petits stylets avec les histoires en fait. Je sais pas si tu connais Ok. ça. Pas du En tout. fait, bah, c'est un stylet, tu l'allumes et puis en fait, voilà, il s'allume. Et puis après, tu pointes sur bah, l'histoire, il reconnaît. Et puis après, l'enfant, il va. Voilà. En fait, l'enfant, il va pointer sur les choses. Et puis, c'est une lecture interactive, en fait. Donc, il va pointer sur le D'accord. texte, ça va lui lire, mais après, il pointe sur les enfants, les animaux. Et puis, il y a des jeux, en fait. C'est interactif, hein. Donc, enfin, moi, j'ai plusieurs trucs et astuces comme ça. Voilà, où c'est pas des écrans parce que voilà, moi c'est sûr que je suis pas voilà, puis ma fille elle a aussi été petite donc et puis il y a une version pour à partir de 3 ans pour ça si jamais Ok. euh, c'est assez intéressant, il y a les animaux, il y a la ferme donc c'est assez chouette aussi de faire avec eux. Et puis moi je suis une grande fan des jeux de société. À partir de 2 3 ans, tu peux commencer. Il y a des tout petits jeux de société. Tu sais, il y a Djeko qui fait, Abba, qui font des super jeux de société. Je suis une grande fan de ça. Mes enfants, ils savent qu'on peut faire plein de jeux de société ensemble. Les bricolages. Moi, ils sont abonnés aussi au Panda Craft. Je ne sais pas si tu connais le Panda Craft. Bon, Pas ta encore. fille, J'ai pas encore toutes ces refs. elle est encore petite, mais PandaCraft, c'est un espèce de magazine avec un bricolage que tu reçois tous les mois sur un thème. Ce mois, c'était les émotions. Donc, en fait, on a reçu des petits bonhommes à construire émotions. Donc, il y avait la Hmm. colère, la joie et tout ça. Et on devait créer une histoire avec un théâtre et tout. Donc, c'était super chouette. Et tu as toujours un magazine explicatif avec. Donc voilà, c'est vrai que maman, c'est ça. Avec maman, c'est ça. Donc, et ça, ils le savent, ils le disent. Et ce que je trouve chouette, c'est qu'ils disent pas, c'est parce que maman est malade. Ouais. Voilà. Ouais, et puis parce que finalement, c'est aussi des affinités. Il y a toi peut-être que tu sais qu'il y a la maladie qui t'empêche de faire des choses qui te feraient peut-être plaisir, mais il y a aussi cette histoire d'affinité, malade ou pas malade, tu peux ne pas aimer faire un foot dehors avec tes enfants, alors que ton mari, oui, en fait. Et là, je sors de la question du genré, hein, c'était parce que c'est Ouais, l'exemple que t'as proposé. non, mais Mais c'est vraiment ça, c'est que en fait on a aussi nos affinités et puis les enfants ils comprennent que bah notre norme ou notre fonctionnement c'est ça, genre maman elle aime ça, papa il aime ça et puis en fait on va avec chacun aller demander ce qu'ils apprécient et ça c'est malade ou pas malade finalement. Tu vois par exemple moi les jeux de société j'ai beaucoup de mal et ça n'a rien à voir avec le fait d'être malade mais j'aime pas ça, j'ai du mal et je me dis mais en même temps ce serait super même au niveau cognitif ça m'aiderait sur plein de points mais j'ai tellement du mal. Mais c'est super. Et puis du coup, par exemple, je sais que mon mari adore ça, donc tu vois, ce sera l'inverse. c'est Et puis ça. c'est ok, quoi. Après, on a chacun notre truc. Bah, tu vois, par terre au Barbie, c'est mon mari. Hmm, Parce que moi, je peux pas me mettre par terre à jouer au Barbie. Je peux pas. hmm, Donc, c'est mon mari qui joue au Barbie par terre. Voilà. hmm. Donc, tu vois, c'est pas genré, en fait. C'est Bien vraiment... sûr. voilà. Moi, j'avais aussi vraiment envie de partager quelque chose qui a changé mon quotidien dans la parentalité. Et il y a deux choses que je vais partager. Je vais réessayer de garder le fil. La première chose, c'est d'avoir pu identifier qu'est-ce qui était à la fois une ressource pour moi et pour ma fille. Ça, mais il y a eu un switch dans ma tête. Ça, je l'ai appris dans une formation que je faisais, programme de formation sur la régulation du système nerveux. Et en fait, ce qui a été mis en exergue, c'est vraiment cet aspect de, à partir du moment où soit l'enfant, soit le parent, il va être dans une sorte de surcompensation dans Mhm. l'activité, ils vont arrêter de co-réguler ensemble et ça va être un peu le bordel, soit pour l'un ou soit pour l'autre, et puis ça va faire monter en symétrie l'enfant et le parent. Et en fait, de pouvoir identifier qu'est-ce qui est une ressource, c'est tellement libérateur parce qu'il n'y a pas toutes ces problématiques autour. Et par exemple, moi, ce que j'ai identifié comme ressource avec ma fille, c'est que les deux, on adore être en nature.
Et moi, ça, j'ai envie de dire, c'est presque qu'importe mon état. Parce qu'après, une fois que je suis en nature, selon mon état, je vais faire quelque chose de différent. Par exemple, si je suis dans un état faible de symptômes, je vais pouvoir marcher avec elle, lui courir après, rigoler, tout ça. Si je suis dans un état trop fort, je vais tendre un linge au sol ou une couverture et je vais me poser. Elle va jouer avec moi autour pendant que je suis couchée. Donc c'est vraiment la question de la nature. Puis après, on va faire des choses différentes en fonction de mon état. Donc ça, c'est déjà une énorme ressource. Et puis elle est toujours bien en nature. Il n'y a pas un moment où ça va pas de regarder les insectes ou les arbres. C'est toujours OK. Et puis l'autre chose, c'est ce qui est bricolage et créativité. Et ça, moi aussi, c'est quelque chose qui me plaît. Elle aussi. Alors à 2 ans, il faut absolument lâcher avec l'idée d'un résultat. Quand on est parent, des fois, c'est pas facile, hein. On se dit, c'est bon, elle va nous faire un chef-d'œuvre avec ses marrons et, et ses cure-dents et cette peinture. Et pour finir, c'est absolument immonde, faut tout jeter parce que c'est vraiment dégueu. Mais c'était des moments où ça la pose, tu vois. Ma fille, elle est concentrée avec son pinceau, là, elle fait des trucs, même si c'est moche, elle fait des trucs, elle est à fond. Et puis moi aussi, du coup, moi, je fais mes petits personnages et tout. Puis le fait d'être très concentrée sur cette tâche créative, ça me permet aussi d'être un peu mieux. Et donc ça, c'est vraiment des endroits où on peut co-réguler ensemble. Et voilà. Et il n'y a pas de lutte. Parce que c'est ça aussi des fois qui est dur Ouais. avec les enfants. C'est les moments de lutte où toi, t'es déjà pas bien. Ton enfant, il est dans l'opposition. Enfin voilà, là, dans la période des 2 ans, on rentre dans l'opposition et le non. Des fois, t'es là genre, déjà le fait d'être malade, le fait d'être épuisé, mais en plus, il y a l'opposition, genre, ouh là là, j'aimerais bien me fumer un petit pétard. Je le fais pas, Ouais, mais... puis j'ai l'impression que, je sais pas, hein, mais sachant qu'en fait, alors moi ça a été mon vécu, mais sachant, ils savent en fait tes faiblesses, ils connaissent tes faiblesses physiques. Hmm. Et donc, moi, pour moi, c'est difficile ça a été difficile de porter ma fille, ça a été difficile de porter mon fils. Hmm. Et Hmm. quand ils ont ces moments de colère et que tu leur dis maintenant t'es puni, tu vas dans ta chambre, tu vas te calmer, je mets le timer, parce que moi j'avais un timer, voilà, 2 minutes pour te calmer, et qu'ils te disent non, et que, bah, ma foi, t'as pas trop le choix, tu dois, tu vois ce que je veux dire, tu dois être autoritaire, et tu dois, enfin, moi c'est comme ça que je fonctionnais, et ben, je le portais, je la portais, et pour lui montrer que en fait, oui, ok, maman, elle est malade, mais malgré ses faiblesses et malgré sa maladie, si elle a décidé que, tu vas le faire en fait. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est très coûteux. Ça, c'est Hmm. coûteux en fait. Mais ils doivent comprendre en fait. Hmm. Et donc, ça, c'est là que c'est un peu un frein quand même. Ouais. Ouais. Et Dans tu vois, pour l'autorité. la question de porter aussi, je fais un peu une digression, mais par exemple, moi, je peux avoir du mal à porter ma fille qui est de plus en plus lourde aussi quand je suis dans des grands états d'épuisement. C'est vraiment ça. C'est pas forcément la douleur, c'est vraiment l'épuisement. Et puis, hier soir, j'étais dans un état d'épuisement, mais vraiment insurmontable. Et en fait, bah, quand même, l'instant avant de la mettre dans le lit, elle est dans mes bras et elle voulait pas se coucher, chose qui est aussi très rare chez Mm. elle. Et je lui disais, mais en fait, maman, elle peut juste pas te porter. C'est trop lourd pour elle. Elle a eu une journée trop difficile. Elle est épuisée, maman. Elle a besoin d'aller se reposer. Au même titre que toi, maman a aussi besoin de repos. Quand Billy se repose, maman se repose. Donc, c'est important que tu puisses aller te déposer dans ton lit. Et c'est fou parce que ça l'a vraiment apaisée, je crois, de l'entendre. Parce qu'après, elle a réussi à se mettre dans le lit et juste de nommer, en effet. Tu disais, ils savent nos limitations et je pense que plutôt que de, plutôt ils les devinent parce qu'ils vont les deviner forcément, hein, c'est nos plus grands observateurs, hein, on est sous leur loupe chaque instant, et ben c'est de pouvoir leur dire. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu nommais pas forcément la maladie, mais vraiment, tu nommais plutôt les symptômes. Et ça, moi, ça me parle beaucoup aussi parce que tu vois, ça va te paraître paradoxal, mais même en ayant écrit Ma maman vit avec une maladie invisible, mais moi, je la vois, je ne dis jamais à ma fille avec quelle maladie je vis. Jamais. Donc, il y a que dans les moments du livre où je parle du terme maladie, mais sinon, je dis toujours, maman, elle est très, très fatiguée, ou par exemple, je vais dire, maman, elle a des symptômes de tangage très forts, il y a tout qui bouge autour d'elle, donc c'est compliqué pour elle. Donc je vais nommer les symptômes comme toi, mais je vais pas Ouais. forcément nommer la maladie en elle-même. Parce que finalement, on s'en fout de la maladie. Ouais. C'est le symptôme qui nous invalide. C'est exactement ça. C'est exactement Hmm. ça. Et puis le symptôme peut varier en fait. Donc, Toujours.
exactement. Hmm. Et puis je trouve que c'est important d'être authentique aussi avec eux, parce que de toute façon, c'est des éponges. Donc ça Hmm. sert à rien de faire semblant, en fait. Ouais. J'ai essayé avec mon fils, parce que bah voilà, j'ai appris beaucoup de choses et avec mon fils, c'était mon test. Voilà, j'appelle ça comme ça. J'ai essayé de faire semblant, mais en fait, c'était une telle éponge. Je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien. Ça Ouais. sert à rien. Autant vraiment, ok, je suis triste, je lui dis, je suis en colère, je lui dis. Et puis, autant être authentique, en fait. Et puis, effectivement, non, je n'aime pas. De toute façon, la maladie, moi, je parle pas de fibromyalgie. Et là, maintenant, il a 10 ans et demi, donc il connaît l'endométriose. Euh, je vais pas parler de fibromyalgie, mais je parle jamais. Nous, Hmm. on l'appelle chromie. Voilà. C'est Hmm, plus c'est simple, chromie. ça résume tout. Ouais. Et tu vois, l'autre chose, il y avait encore d'autres choses que je voulais aborder, mais je perds des fois un peu le fil, hein. Par rapport à la question de l'identification des ressources, tu sais, dont je parlais avant, Oui, il y a aussi le fait que identifier ses ressources, c'est faire le deuil aussi de certaines activités dans la parentalité. Parce que ça a l'air très beau de dire, ah ok, on est tout le temps en nature, on est tout le temps en train de faire de la créativité. Mais finalement, il y a un deuil à faire sur d'autres choses, comme des parents qui emmènent leurs enfants partout, dans des endroits absolument géniaux, ou qui sont tout le temps chez des potes, voilà, dans une ouais, méga adaptabilité avec tout le monde. Bah en fait, moi ça me prend trop d'énergie. Et du ouais. coup, bah, c'est aussi faire le deuil d'une certaine parentalité à certains endroits, en fait. On ne peut pas tout faire tout le temps, partout, mais se dire, OK, bah, dans les ressources que j'ai identifiées, bah, c'est ça que je mets en place. J'ai envie de dire le plus souvent possible pour que ce soit le plus simple possible, parce qu'évidemment, on n'a pas toujours une vie idéale hein, avec tout ça, mais c'est aussi accepter de dire non à d'autres choses. Et Oui, donc, moi, je peux pas être en vadrouille avec ma fille toute la journée. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Je vois des parents qui sont toute la journée en train de faire des choses, oui, qui sont dans le faire sans cesse. Et alors, aujourd'hui, je regarde ça avec du recul et je me dis, ouh là là, la dissociation, ouh là là, la fuite, oh là là, la non-présence. Mais avant de voir ça sous le regard, du système nerveux, toutes ces questions-là, je voyais juste des personnes qui arrivaient à tout faire avec leurs enfants en une journée, et puis moi qui suis juste là à faire un bout de pâte à modeler et aller en forêt, quoi. Donc il y avait aussi un deuil à faire. Et puis maintenant, bon, c'est plus sécure, mais se dire ça aussi que choisir un chemin, c'est toujours dire non à d'autres chemins. Donc c'est pas parce qu'on identifie les ressources que c'est toujours si facile au début. Donc c'était ça. Et je voulais donner un deuxième point qui, moi, a aussi changé vraiment ma manière de faire dans la parentalité, c'est que les activités qui sembleraient être des activités, comment dire, par exemple, prendre son bain, manger, tu vois, c'est un peu les choses qu'on fait, je mets obligatoirement entre guillemets, mais tu vois, c'est un peu répondre à des besoins ouais, physiologiques comme ça. Très souvent, pour les gens, ça va pas être des activités. Ça, il va y avoir les activités, et puis après, le bain et manger, c'est un peu ce qu'il y a dans la transition, entre oui, guillemets. exactement. C'est ça. Bah, pour moi, c'est des activités. C'est-à-dire que Oui, faire le bain, c'est aller avec ma fille pendant 1 heure dans le bain. Moi, en même temps, je me repose. Je suis posée dans le bain, je suis couchée, je mets du sel d'Epsom, comme ça me relaxe. Je mets des huiles essentielles qui sont OK pour les enfants. Je me suis formée à tout ça et c'est super. Et donc, il y a un côté très relaxant pour moi et elle qui joue dans le bain, on est en interaction, mais c'est beaucoup plus tranquille. Mais c'est vraiment une activité en tant que telle. C'est-à-dire que cet après-midi, l'activité, ça peut être faire le bain. Alors que souvent, on va dire, OK, l'activité, ça va être un truc trop génial, et puis après, on fera le bain, et ensuite, on mangera, puis ensuite, le coucher. Non, nous, l'activité, c'est le bain cet après-midi. Et puis, tout tournera ouais. autour du bain, on mettra de l'huile sur le corps, après, pour faire des massages, et ça continuera. Et ça peut durer 2 heures, cette activité de faire du Mais bain. je te rejoins bah voilà, c'est ma petite dernière, mais ma fille, elle était plus petite, hein, qu'elle prenait encore le bain. Moi, c'était un moment de jeu et du coup, je prenais, c'était notre petit moment à nous, en fait. C'était pas juste, je te lave, tu vois, on Exact. joue, je te Hmm. lave. Et c'est ce qu'on disait un peu avant dans la simplicité, en fait. Que nous, en fait, pour nous, c'est des activités, en fait, qui paraissent
simples et toutes bêtes, mais en Ouais, fait, c'est des moments vraiment privilégiés que nous, on doit prendre dans notre énergie à nous, comme un moment privilégié avec notre enfant, et que ce soit pas une vadrouille dans un parc ou je sais pas où. Après, la difficulté, et là, c'est quand ils grandissent, mhm, c'est qu'en fait, ils ont la comparaison avec les copains, qui ouais, eux, en fait, vont faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Tu vois, ils vont dans les piscines à boules, les machins, les trucs. Mais oublie. Et là, ça devient plus compliqué parce que quand tu leur dis non, c'est pas possible. Maman, elle peut pas faire 1 heure de route pour t'amener à l'exposition dinosaures, machin truc, même s'il y a des chaises roulantes, et après refaire 1 heure de route retour. Enfin voilà, ça va pas être possible. Et là, il y a quand même la culpabilité. Même avec mhm, les années, il y a quand même cette culpabilité qui est là. Tu vois, même avec tout le travail que j'ai fait, toutes ces années, en fait, même si je continue à passer du temps avec eux et tout ça, il y a quand même toujours cette petite culpabilité qui est là, de dire, bah, c'est quand même parce que je suis malade que je peux pas faire ça avec eux. Voilà. Et et je la sais pas question si ça c'est, ira un jour, malgré tout ce que je leur offre, tout l'amour que je leur offre, tous ces moments privilégiés que je leur offre, tu vois, bah il y a toujours ce petit côté de dire bah voilà, il y a quand même des choses que je peux pas leur offrir. Voilà. bien sûr, bien sûr. Hmm. Et est-ce que par exemple, c'est des choses, c'est vraiment une question naïve de ma part, mais qui peut être, est-ce que tu peux passer le relais à des personnes ressources, par exemple, de dire, OK, maman, c'est pas possible de faire ces déplacements, aller dans ces piscines à bulles, mais par contre, c'est possible avec grand-papa ou avec tata, ou est-ce que tu peux déléguer un Complètement, peu ça, ces complètement, mais activités-là à des gens? c'est des choses qu'ils auraient envie de partager avec moi, en Mhm. fait. Et là, Ouais, tu sens qu'ils ont une frustration et je la comprends et on en parle, on en discute parce que c'est important. C'est vraiment important qu'ils puissent l'exprimer, cette frustration qu'ils ont de ne bien pas sûr, pouvoir le faire avec maman. bien sûr. Tu vois, c'est important ces sentiments-là de l'exprimer. Et là, tu as la culpabilité. Alors, d'un Hmm. côté, tu vois, ils se disent ça. Et de l'autre côté, on a fait Disneyland, par exemple. Et là, j'ai mon fils qui me dit c'est trop génial parce que d'avoir une maman handicapée, déjà, on se parque tout près. Tu vois, et on n'a pas besoin de beaucoup marcher. En plus, elle a une chaise roulante et en plus, on n'a pas besoin de faire la queue. Donc, tu vois, il voit les côtés super positifs et il y a aussi, voilà, tu vois, je te dis les grands enfants, comment ils voient les choses. Donc, voilà, mais il y aura toujours un petit peu cette culpabilité qui vont te faire ressentir à un moment donné, malgré tout ce que tu mets en place et ce que tu fais. Et je pense qu'elle est normale. Je pense que c'est normal et je pense qu'elle sera toujours un petit peu là. Ce qui Hmm. est le plus important, c'est qu'elle soit pas, qu'elle qu'elle fasse pas, euh, qu'elle qu'elle soit pas égale à ta parentalité en fait. Je pense que c'est ça le plus important. La culpabilité, tu dis. Oui, exactement. Hmm. Que ce soit pas la part la plus grande de ta parentalité. Qu'elle Bien soit là sûr, de bien temps sûr. en temps, c'est normal. Hmm, Mais hmm. qu'elle soit pas présente en permanence dans ta parentalité. Bien Là, sûr. c'est Et là, même chez faut le nous, travailler. ouais, et puis en fait de pouvoir aussi accueillir nous-mêmes nos émotions là-dedans, de se dire bah moi par exemple c'était pas possible de faire un grand anniversaire pour les 2 ans de ma fille. Et puis du coup bah forcément il y a ces petites voix qui s'élèvent à l'intérieur de soi et qui se disent mais ces gens qui font des anniversaires absolument gargantuesques et phénoménales avec des muffins de partout, des ballons de partout et des choses super, des chasses au trésor, bon pas à 2 ans, mais euh, mais du coup je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a ça qui existe aussi, mais après j'essaye aussi de déconstruire ces aspects-là et de dire mais en fait quelle norme il y a derrière? Est-ce que ces gens profitent vraiment de ces moments-là? Est-ce qu'ils ont du temps pour discuter avec les autres? Est-ce que les enfants ont du temps aussi pour se rencontrer ou c'est juste une espèce d'anarchie globale où tout le monde souffre, malade ou pas? Mais bien sûr que la comparaison elle sera là, la culpabilité aussi. Mais c'est aussi comment, des fois, transformer.
les événements. Justement, là, pour ma fille, bah, j'ai fait 5 micro-anniversaires. Des fois, c'était juste avec une personne, par exemple, une de ses marraines, ou voilà. Et puis, et c'est de se dire, bah, en fait, on a pu vivre ce moment-là et c'était beau, c'était privilégié, même si ça avait rien à voir avec des bougies sur des gâteaux de partout et des ballons, en fait. C'est comment je peux continuer à offrir ces espaces de plaisir et de joie, mais qui sont adaptés aussi à ce que je suis aujourd'hui en tant que parent. Et de voir que ça, c'est des moments qui se passent bien aussi. Je trouve ça, ça enlève la culpabilité à un bout. T'as complètement raison. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte aussi. Avant, je faisais des grands anniversaires. Ça me coûtait énormément. Je mettais des jours et des jours à récupérer. Je faisais moi-même le gâteau. Ça me prenait 5 heures. Tu Hmm. sais, avec glaçage, avec Ah ouais. voilà. Le dernier gâteau que ma fille m'a demandé, c'est un gâteau licorne arc-en-ciel. Ça m'a pris 5 heures, c'était une horreur. Et j'ai dit plus jamais en fait. Parce que en fait, finalement, le gâteau, il a fait quoi? 3 minutes, tu vois? Et moi, j'étais épuisée le jour de son anniversaire, Bien en fait. sûr. Et j'ai pas profité d'elle. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le plus important? Que le gâteau il soit joli ou son goût ou qu'en fait finalement elle puisse profiter de maman, qu'il soit en forme. Et je pense que sa réponse en fait, je la connais déjà en fait. Bien sûr. Donc sa réponse c'est pas d'avoir maman qui crève de mal en fait dans le lit le soir. Ouais, Sa ouais. réponse Le c'est gâteau licorne, d'avoir à ce moment-là, elle s'en fiche, en fait, parce qu'elle est connectée exactement. à toi et pas à Et la licorne. exactement. Donc en fait, le soir, son anniversaire, elle avait maman qui crevait de mal dans son lit. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de monde, parce que j'ai fait un gâteau magnifique, parce que Mm, j'ai mis la table, parce qu'il y avait des ballons. Alors c'était magnifique, hein. C'était mm. genre mère parfaite Instagram et tout ça, tu vois. Hmm. Mais voilà, c'est non, c'est plus jamais. Et du Ouais. coup, je lui ai expliqué et elle m'a dit, mais. Et je savais la réponse. Et donc, non, non, mais maman, on peut acheter, tu sais, le gâteau aux carottes que j'aime bien à la COP, là, on peut Ah l'acheter ouais, celui-là ils sont pour mon super, ils anniversaire. sont super. Et puis, mais oui, et puis en fait, tu sais, il y a les licornes qui sont déjà faites en sucre, là, à la COP. Elle m'a dit, on peut lui mettre celle-là. Et là, tu te dis, mais Hmm. pourquoi je me suis fait chier, en fait? Tu vois? Ouais. En plus, c'est elle, ils sont tellement inventifs et créatifs eux aussi. Mais c'est ça, et du coup, c'est comme je disais avant, on se met une pression. Alors, ils te demandent des choses, mais en fait, c'est à toi de dire, mais écoute, pour maman, c'est trop, en fait. Donc, on va faire ça différemment. Et puis, mais moi, je me suis laissée embarquer dans un truc où je me suis dit, bah, ça va lui faire plaisir et tout ça. Et j'ai pas mesuré, en fait, Hmm, l'impact hmm. sur le physique derrière, en fait. Complètement. Hmm. Ouais, Et ouais. t'apprends sans arrêt en fait en tant que parent. Tu vois, pourtant c'est ma deuxième et puis elle a 6 ans, donc j'apprends encore. Donc, Ouais, bien sûr, bien sûr. Et peut-être pour revenir encore très rapidement sur ce que je disais, tu sais, tout à l'heure, par rapport à faire des activités, enfin de ces choses banales du quotidien, en faire une activité, vraiment un moment de présence et de jeu comme on discutait. Moi, ce qui me vient aussi, c'est que le fait de pas toujours être dans des transitions, justement, on sort, après on mange, après on fait le bain, après on ressort, eh ben, ça enlève du stress. oui, Et ça peut paraître banal, mais en fait, quand on vit avec une maladie chronique, on vit avec du stress chronique. Ça, c'est une clairement. évidence parce que les symptômes viennent nous choper à tout moment, avec des intensités à tout moment. On a parlé tout à l'heure aussi du parcours des malades, le trauma, tout ce que ça amène. Et en fait, si on peut faire baisser la dose de stress, c'est pas mal. Et, euh, et toutes les transitions, ça nous stresse énormément et ça stresse aussi les enfants, hein. Moi, je le vois, hein, ma fille, Oui, si je lui dis, allez, il faut s'activer pour bouffer, on va mettre les chaussures et sortir, elle est là, genre, non, quoi. Et en fait, c'est aussi prendre soin de ce qui se passe sur l'instant, pour soi comme pour l'enfant, parce que finalement, on le subit tous, ce stress des transitions. Et je pense que, enfin voilà, c'était important aussi de pouvoir bah, parler de ça. Et tu vois, par exemple, nous, on adore manger, on est des grands gourmands. Mon mari fait énormément à manger. Et par exemple, les week-ends, bah, par exemple, un brunch peut vraiment être une activité en lui-même, quoi. On va bruncher pendant 2, 3 heures, on met une grosse plancha, la petite, elle peut mettre des choses dessus, on rigole et tout ça. Puis c'est pas juste vite fait, on mange et on passe à autre chose. Et ça peut enlever aussi un bout de fatigue, de pas ouais, être je tout te le temps en rejoins. train de faire.
Je te rejoins. Après, c'est vrai que quand ils vont à l'école, quand tu Mm. commences à vraiment à avoir cette charge mentale de maman, en fait, Ouais. euh, en plus de ta charge mentale de maman malade, en fait, où tu as tes rendez-vous médicaux et tout ça, et tu Mm. prends un taxi, et là, là, il commence vraiment à ce que il faut vraiment que tu commences à t'organiser et à avoir des astuces, notamment pour les repas. Par exemple, typiquement, moi, je fais toujours plus que je congèle. Oui, bien sûr. J'ai toujours une sauce au congélateur. Je fais des pâtes et je mets la sauce avec. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Moi, j'ai un robot cuiseur et genre, je fais genre risotto, je mets des légumes et ça cuit tout seul. Tu vois, c'est ce genre d'astuce en fait que quand tu es malade chronique, il faut vraiment, en tant que maman, que tu puisses. Alors, en tant que maman en général qui travaille, mais quand tu es fatiguée, il faut vraiment que tu aies une espèce d'organisation Mm. où tu as un congélateur, tu as des plats que tu peux sortir et aussi que bah voilà, tu t'autorises l'industriel aussi de temps en temps, quoi, parce que je veux dire, c'est pas possible autrement. Et puis, bah, comme je disais, des fois, des soirs, bah, c'est juste l'apéro, quoi. Parce que, Ouais. parce que, en fait, simplicité, et puis, ben, parce que t'es fatigué, et puis, t'as mal. Et puis, bah, voilà, c'est soirée apéro. Et eux, en fait, ils kiffent trop. Ouais. Euh, Ah bah voilà. oui, Un c'est soir, clair. j'ai fait avec ma fille, j'ai fait bah, repas, on a fait carottes râpées popcorn. Et on a Ouais. regardé un épisode de l'École des licornes. Ah Voilà. ouais, mais c'est plateau télé, mais ça, c'est le bonheur. Ça, Voilà. c'est juste le Et bonheur, c'est parce génial. que j'avais super mal et du coup, on était sur le canapé. Enfin, voilà. Et elle a Trop bien. trop kiffé. Tu vois. Ouais. Et c'est ce genre Et de après, truc. c'est aussi d'avoir si possible un soutien autre dans le quotidien. Moi, je pense par Ouais. exemple à mon mari, mais chez d'autres personnes, ça peut être d'autres personnes présentes. Mais de dire, bah voilà, par exemple, lui, il cuisine beaucoup plus que moi. Moi, j'ai pas ce temps-là et j'essaye plus d'être en présence avec Billy, justement. Et c'est comment on divise les tâches en fonction de nos compétences, de notre énergie, de nos capacités. Et c'est ça aussi, quand tu parles d'organisation, je me dis l'organisation, elle va jusque-là. C'est pas que sa propre organisation de Oui. maman, mais c'est vraiment l'organisation du foyer et ce qui l'entoure. Et alors plus tard, moi, ça, c'est des choses que je connais même, enfin, que je connais pas encore quand ma fille, elle ira à l'école, mais peut-être de dire aux voisins, bah, est-ce qu'il y a un jour, c'est vous qui prenez les enfants le midi, un autre jour, c'est moi, pour que justement, il y ait des espaces de pause et de récupération aussi. Alors, c'est justement, moi j'appelle ça carrément un réseau en fait. C'est d'avoir un Mm. réseau en fait, c'est un terme d'infirmier. C'est d'avoir carrément un réseau d'aide en fait autour de toi en tant que malade chronique. Même si j'aime pas m'appeler comme ça en fait. Mais il faut trouver un autre nom plus joli. Mais Mm. c'est vraiment avoir un espèce de réseau autour de soi ou un réseau d'aide. Bah, c'est vrai que moi j'ai mes voisins, j'ai aussi bah, voilà, mes parents qui sont pas loin. J'ai tout un réseau de babysitters aussi de dernière minute que je peux appeler au cas où. Et typiquement, je suis à la maison, je suis là, je suis dans mon lit, je me repose. Mais mes enfants, ils peuvent jouer avec la babysitter, ils peuvent aller dehors à la place de jeu avec elle et tout ça. Et ils savent que voilà, maman, elle est là. Et des fois, ils montent juste me faire un gros câlin. Et ils redescendent, ils jouent avec elle. Et puis, c'est juste, elle est là 2 heures. Elle Mm. les Super. épuise, tu vois. Et puis Ouais, ouais, après, c'est on commence génial. une activité avec maman. Mais moi j'ai récupéré en énergie, en fait. Et, Complètement. et donc, du coup, c'est pour ça que je dis, il faut toujours avoir un réseau autour de soi. Et c'est pas forcément des proches. Ça peut être, bah, en Suisse, il y a la Croix-Rouge, en fait, qui propose aussi ce genre de Mhm. service. Euh, donc, c'est pour ça, voilà, que ce soit un réseau de babysitters, des Ou après voisins. la crèche aussi. Enfin, tout ça, Voilà, ça peut être du soutien, hein. exactement. Donc, Mhm. donc tout ça, il faut l'utiliser parce que moi, je parle souvent de la théorie des cuillères. Je pense que bah, voilà, tu la connais, c'est assez connu. Mais c'est vraiment pour essayer de retrouver en fait de l'énergie pour pouvoir après s'occuper de ses enfants, mais d'avoir des moments vraiment, des bons moments en fait. Mm. Pas de se forcer parce que voilà, on est dans un état pas possible parce qu'ils vont le ressentir et ils vont pas être bien en fait en nous Ouais. voyant comme ça.
Et c'est ce que tu disais tout à l'heure justement avec la question du masque à oxygène dans l'avion. C'est vraiment, on reprend soi-même son oxygène pour pouvoir en donner à l'autre. Et je pense que ça, c'est une phrase, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup, cette image-là, de dire, mais en fait, juste essayer de tenir, tenir pour l'autre, à un moment donné, ça fonctionne pas, quoi. On va finir tous par Non. crever de cette manière-là. Donc c'est vraiment comment moi, j'essaye de prendre soin de moi, de mes besoins, de mes limites tant, ici, tant est que c'est possible, on sait que ça l'est pas toujours hein, dans la Oui. parentalité, on n'est pas en train de faire un tableau édulcoré, mais c'est de pouvoir s'accorder aussi, parce que des fois on n'ose pas aussi s'accorder hein, ces moments de pause quand on est maman. Donc c'est pouvoir se dire, ok, j'ai besoin de ça. Là, tout, par exemple, aujourd'hui, j'ai dit à mon mari, j'ai besoin de 15 minutes toute seule dans la chambre où je me masse les pieds avec mes huiles essentielles juste pour être dans cet instant-là présent parce que je suis tellement épuisée. Et c'est juste 15 minutes, mais qui font que je reviens dans une autre disposition aussi. Ouais, Hmm. c'est exactement ça. Ouais, ouais. Non, je te rejoins à 100% là-dessus. Ok. Moi, Fanny, je me sens bien fatiguée. Je sais pas comment t'es là en cet instant. Je sais pas si tu vois que je suis voilà, bien rouge, ça va en fait avec ma fatigue chronique en général. C'est vrai que le soir, je Hmm. suis assez fatiguée aussi. Donc effectivement, mais On va peut-être gentiment terminer. Est-ce que toi, oui, on va t'as... terminer. En tout cas, c'était super intéressant. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que du coup, on a différents âges. Donc, Ouais. on peut du coup vraiment voir les différences aussi. Et puis Mhm, moi, je mhm. trouve aussi des différences, bah, tu vois, par rapport à moi, ce que j'ai vécu en tant que maman, par rapport à l'âge de mes enfants quand ils étaient plus petits. Et puis, bah, toi, ce que tu vis avec ta fille, du coup. Donc, c'est ça que je trouve aussi très intéressant. Euh, ouais, non, vraiment, c'était vraiment chouette, en tout cas, ce live, de discuter avec toi. Euh, et puis c'est vrai que moi, ce que j'aimerais terminer, c'est un petit peu ce que je te disais, les avantages un petit peu de voir la maladie autrement. C'est que Ouais. le fait que ce que la maladie m'a aidé à voir, c'est qu'effectivement, même si je suis malade, et ça je le dis souvent à mes enfants quand ils se plaignent de devoir aller en garderie parce qu'ils y vont pas souvent, c'est que si j'étais pas malade, je serais infirmière et je ferais des nuits, je ferais des week-ends et je ferais des 12 heures. Et en fait, je verrais pas mes enfants grandir comme ça et j'aurais pas des moments privilégiés comme ça avec eux. Et donc, c'est Hmm. ce que la maladie m'a apporté. Voilà. Et Hmm. je pense que dans chaque moment difficile, en tout cas dans ces maladies-là, on peut voir des choses positives, que ce soit Ouais. pour l'enfant, comme on discutait avant, ou que ce soit pour nous-mêmes, en fait. Ouais. Tout à fait. Et justement, moi, pour terminer aussi sur une note positive, il y a vraiment l'aspect où, comme on en parlait aussi au début, c'est cette capacité à pouvoir se connecter à des petites choses et en faire des grandes choses pour soi. Moi, je me suis vraiment découvert une enfance aussi en ayant un enfant. J'étais dans une vie qui était très carrée, qui était un peu dure à certains égards, et puis vraiment tout d'un coup de me retrouver dans l'insouciance infantile. Et avec ma fille, on s'éclate tous les matins en allant, soit en se baladant, soit en allant à la crèche. Tu sais, il y a toujours sur le goudron, il y a des taches un peu plus noires, plus foncées et on saute dessus à chaque fois et on crie îlot de sécurité et c'est la première qui saute sur un et qui crie qui a gagné enfin voilà et on fait ça tout le long du chemin et on dirait deux chèvres comme ça qui hurlent, il est super tôt le matin, on est à fond et puis en fait il y a aussi ça, c'est de pouvoir avoir cette sensibilité à ces choses-là. Ouais, Vraiment de juste dire, mais il est là le bonheur en fait, il est nulle part ailleurs. Et nos enfants nous ramènent à l'instant présent. Et si on est capable de s'y connecter, c'est grandiose. complètement, Hmm. complètement. Merci beaucoup pour tous ces points positifs. C'est vrai que ça relance aussi tout ça. Hmm. Merci à toi, Fanny, c'était super. Vraiment Ouais, très chouette c'était de te super. rencontrer. Et merci infiniment pour ce livre qui m'aide au quotidien et Hmm. qui aide ma fille aussi au quotidien.
Magnifique. Voilà. Merci, merci à tous les auditeurs et auditrices qui ont participé Oui, aussi au merci à live ou vous ceux pour vos et ceux qui. commentaires. Ouais. Et puis voilà, je vous conseille vraiment le livre de Tamara si vous avez l'occasion. Et puis à bientôt à tous. Merci Bonne Fanny. Toi, tu peux journée. appuyer sur la petite croix et je crois qu'après ça s'enregistre justement. Exactement. Trop bien. À Ciao! bientôt. Ciao.